Alors bonjour, bonjour à tous. Je vous propose de démarrer, le webinaire. Donc moi je suis Karine Grimaud, je travaille au service communication de l'INERIS et avant de donner, la parole à nos intervenants, de ce jour, j'ai quelques informations pratiques à vous donner sur, l'organisation de cette réunion. Je voulais vous indiquer que nous enregistrons donc le webinaire. L'enregistrement, vient de démarrer. Je vous signale aussi que nous avons, fermé les micros par défaut et nous prévoyons, 2-3 séances de questions-réponses. Donc si vous avez des questions, je vous invite à lever la main et là vous pourrez allumer, les micros et la caméra aussi si vous le souhaitez. C'est toujours plus convivial de nous voir. Donc effectivement, il y aura quelques séquences, de questions-réponses, tout au long de la réunion. Je vous indique également que la présentation, qui vous sera, communiquée aujourd'hui sera mise en ligne sur le site du helpdesk, donc dans la foulée de la réunion. Donc vous aurez à disposition toutes les données qui vous seront présentées aujourd'hui ainsi que les liens. Voilà. En termes d'intervenants aujourd'hui, donc je vais vous présenter nos 4 intervenants. Donc en premier, nous aurons une présentation de Gaëlle Dufort de l'INERIS, qui vous donnera quelques éléments, réglementaires sur, la question des substances, préoccupantes, sur REACH et également, comment, l'INERIS peut vous accompagner via le service d'assistance, le helpdesk. Nous avons le plaisir d'accueillir aussi, Julien Fabre du ministère en charge de l'environnement, plus précisément au bureau, des produits chimiques et qui vous donnera des éléments sur le contexte contexte, national et européen. Excusez-moi, je cherche mes mots. Ensuite, Sandrine Andrès de l'INERIS vous donnera quelques éléments sur le projet européen Life as Rich. Et pour finir, Alexia Daroca de l'INERIS animera cette réunion avec moi. Voilà. Je vous propose de démarrer tout de suite et je passe le micro à Gaëlle Dufort. Bonjour Gaëlle. Bonjour, merci Karine. Bonjour à tous. Je suis donc Gaëlle Dufort, je travaille au service d'assistance réglementaire et pour dérouler un petit peu l'ordre du jour, je vais vous présenter d'abord l'INERIS, ensuite le helpdesk, le service dans lequel je travaille. Et puis, on donnera la parole à Monsieur Fabre du ministère. Ensuite, on aura un petit aperçu de la réglementation REACH. On parlera aussi du projet Life as Rich qui nous intéresse aujourd'hui. Nous aborderons la base de données Skip, on vous présentera l'application Scan4Chem et enfin, quelle est l'implication des entreprises dans le projet Life as Rich. Voilà un petit peu le déroulé de ce webinaire. Donc, pour démarrer, l'INERIS, donc l'Institut national de l'environnement industriel des risques dont je fais partie, c'est un institut qui sert d'appui technique au pouvoir public et notamment au ministère de la Transition écologique pour lequel on intervient dans l'expertise sur les substances chimiques. Le service d'assistance réglementaire ou helpdesk a été confié à l'INERIS par le ministère en 2009 et ce helpdesk a pour mission d'apporter une assistance aux entreprises sur leurs obligations réglementaires et de faciliter l'accès des entreprises à un niveau suffisant d'infos sur les différents aspects du règlement. Ensuite, ce helpdesk, il a également pour mission d'assurer la diffusion la plus large possible de l'information donc sur les réglementations produits chimiques. Ah, quelqu'un a pris la main sur ma présentation. Alors, Karine Grimaud de l'INERIS, je me permets de rappeler la petite consigne, c'est bien de laisser les micros éteints et de ne pas prendre la main sur la présentation. Je pense que c'est une fausse manip, mais voilà, je vous invite à être attentif, notamment au micro. Merci. Alors, on va recommencer. Donc, je parlais des missions de l'INERIS et donc celle qui est d'assurer la diffusion la plus large possible de l'information sur les réglementations produits chimiques. Donc, au helpdesk, on travaille sur les règlements POP, sur les règlements REACH. Non, je l'ai pas démarré. Enfin, Il y a un micro. Ouais, je vais le faire. Merci.
Et donc, on assure un relais auprès des organisations professionnelles et chambres de commerce et d'industrie sur toutes ces thématiques réglementation produits chimiques. Le service qui est offert par le helpdesk est un service gratuit, à distinguer des actions de conseil et de soutien qui, elles, relèvent plutôt du marché privé. Alors, au helpdesk, on propose un accueil téléphonique tous les matins, sauf le mercredi de 9 heures à midi. On est joignable au 0820 20 18 16 et on a également un formulaire en ligne pour répondre aux questions, enfin pour recevoir et ensuite répondre aux questions écrites. On propose également depuis 2010 une lettre d'information qui est publiée tous les mois et qui vous permet de vous tenir informé de toutes les évolutions réglementaires en lien avec les règlements REACH, CLP et POP. On a donc un site internet qui vous permet de trouver toute la documentation nécessaire, les nouveautés, donc les actualités, mais aussi la réglementation qui est détaillée, les guides et brochures sur les différentes thématiques en lien avec ces 3 règlements et aussi des questions les plus fréquemment posées qui sont déclinées sur ces sites. Voilà, je vais passer maintenant la parole à Monsieur Fabre du ministère de la Transition écologique. Merci Gaëlle, et puis merci à Karine pour l'introduction, et merci à l'ensemble de l'INERIS et tout particulièrement du helpdesk pour l'organisation de ce webinaire. Donc, je suis Julien Fabre, je travaille au ministère de la Transition écologique, au bureau des produits chimiques, où je suis plus particulièrement chargé du suivi des substances extrêmement préoccupantes, dont l'INERIS va vous faire une présentation, puisque ces substances ont des obligations du fait de l'application des règlements européens. Et par rapport à ces substances dangereuses, en général, je suis également en charge des sujets de l'information, autour de l'information des consommateurs sur leur présence dans les objets du quotidien. Donc, avec mes collègues, on a un certain nombre de sujets à notre charge, notamment la restriction qui vous concerne un peu plus, et puis pour ma part, l'autorisation qui vous concerne moins. Depuis 2006 et l'entrée en vigueur du règlement REACH, qui a introduit une obligation d'information à l'intérieur des chaînes d'approvisionnement entre les fournisseurs, et puis une obligation d'information dont vous parlera Gaëlle un petit peu plus tard, à destination des consommateurs sur la présence de substances extrêmement préoccupantes. Il y a des éléments réglementaires concernant ce sujet, bien que le constat européen soit que la mise en œuvre est un peu défaillante. Au niveau français et au niveau européen, la présence de substances dangereuses, c'est un sujet qui, notamment celles qui peuvent entraîner des expositions ou des pollutions, c'est un sujet qui préoccupe nos concitoyens. Ce sont des sujets qui montent. Je pense que là, récemment, vous avez dû voir dans les publications du Monde une information sur le glyphosate dont la réautorisation semble, en tout cas, potentiellement en bonne voie, et qui préoccupe nos concitoyens. Mais vous avez sûrement déjà entendu parler des phtalates dans les plastiques, notamment les biberons, de leur interdiction. Vous avez sûrement entendu parler des perturbateurs endocriniens ou des PFAS dans les revêtements des téflons. Et face à ces préoccupations, il y a des initiatives françaises, européennes, pour répondre à ces attentes. Et le projet Life as Scritch, qui fait l'objet de la présentation aujourd'hui, qui est un projet européen, un financement Life de la Commission européenne, en vue de. Donc ce sont des projets à portée environnementale, un projet qui regroupe 13 États. Iris se présentera bien mieux que moi, et qui propose une application pour les consommateurs qui s'appelle Scan for Can. En France, on essaye de pousser cette dynamique autour de ce projet. Le plan national santé-environnement, le 4e, a été publié en début mai. Il comporte une action, l'action numéro 2, si vous y jetez un œil. Cette action s'intitule « Identifier les substances dangereuses pour la santé et l'environnement dans les objets du quotidien ». Et via cette action, le ministère s'engage pour inciter l'ensemble des acteurs économiques et les marques à rentrer dans la démarche d'utiliser et de fournir des données transparentes sur la présence des substances dangereuses dans les articles en utilisant ce projet, créer un cercle vertueux
en faveur de la substitution des substances les plus dangereuses. Et puis en plus, il est prévu de favoriser des couplages avec d'autres applications. Et donc, pour conclure mon intervention, au-delà du soutien que le ministère apporte à ce projet qui nous tient à cœur, je voudrais juste élargir vers d'autres, vers les horizons européens, puisque la Commission européenne a publié en octobre 2020 sa stratégie durable relative aux produits chimiques, qui comporte notamment 2 volets, un qui s'appelle Safe and Sustainable by Design, donc la conception de produits sûrs et en sécurité, et puis un objectif de cycle non toxique pour les matériaux. Et finalement, ces questions d'information sont, il nous semble, un driver intéressant pour l'action et des acteurs économiques en vue de favoriser la substitution des substances les plus préoccupantes. Voilà, par rapport à tous ces éléments de contexte sur ce qui se passe au niveau français et européen, je vais laisser la parole à l'INERIS. Je crois que c'est Gaël qui va reprendre à partir de maintenant, et en tout cas, je suivrai le reste du webinaire, et donc je serai disponible si vous aviez des questions qui étaient plutôt destinées au ministère. En vous remerciant. Merci beaucoup, Julien. Nous allons donc passer à la réglementation REACH en elle-même, hein, qui va avoir des impacts sur vos activités. Donc, le règlement REACH, il a été mis en œuvre, il est entré en vigueur en 2007, et cela émanait d'une demande politique et sociétale forte de mieux connaître les substances qui sont sur le marché. Le REACH, ça signifie, là c'est l'acronyme, ça vient de l'acronyme anglais de Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals. Donc enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques, qui sont différents processus pour gérer les produits chimiques en Europe, sur le territoire européen. Donc c'est tout un corpus réglementaire, hein, qui est mis en œuvre pour maîtriser le risque chimique. Le but, c'est d'accroître les connaissances sur les substances chimiques grâce aux enregistrements des substances. Et là, ça concerne vraiment que les acteurs qui mettent sur le marché des substances. On a vraiment accru les connaissances sur toutes les substances qui sont maintenant mises sur le marché. Ensuite, il y a encore quelqu'un qui a pris la main sur mon écran. Donc, je vais essayer de récupérer. Faites attention à ne pas toucher au bouton de partage, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, donc le règlement REACH, l'idée, c'était également d'accroître la protection de la santé de l'homme, et aussi de l'homme via l'environnement. Et enfin, d'assurer une meilleure maîtrise des usages qui sont faits des substances, et une meilleure gestion des risques qui sont liés à la production et à l'utilisation de toutes ces substances. Alors, il faut bien définir le champ d'application de REACH pour que chaque acteur comprenne ce à quoi il est soumis dans REACH. Et il est donc important de bien définir ce que l'on met sur le marché, ce que l'on achète, ce que l'on vend. Donc, le règlement REACH couvre les substances telles quelles, les substances contenues dans un mélange. Donc là, on a illustré ça avec une peinture ou un produit cosmétique. Ou enfin, REACH couvre les substances contenues dans un article. Il y a moins de dispositions pour les substances contenues dans des articles, mais il y en a tout de même. C'est ce que l'on va voir ici. Donc les exigences sont différentes, et il faut définir son statut, le statut de ses produits, mais aussi chaque entreprise devra bien définir son propre statut, à savoir si elle est importateur, distributeur, etc. Donc ce sont ces éléments-là qu'on définit, nous, au helpdesk, avec les entreprises quand elles nous joignent. Alors, les substances dans le textile, quels articles sont concernés? Eh bien, tout type d'articles peuvent être concernés. Donc là, on a illustré cela avec des articles simples, qui sont souvent d'une seule matière, par exemple, ou quelques matières, et des articles qui sont beaucoup plus complexes, pour lesquels il va y avoir différents types de matériaux qui vont être assemblés. Mais cela reste de toute façon des articles. La définition d'un article dans REACH, c'est un objet qui va avoir une forme, une surface ou un dessin particulier, plus déterminant pour sa fonction, donc pour la fonction que l'on veut lui attribuer, que sa composition chimique. Donc,
Pour illustrer ça, par exemple, si une table est en métal ou en plastique ou en bois, ce qui est important, c'est pas sa composition chimique, c'est sa forme. Donc on va dire que c'est un article. Dans vos secteurs, a priori, le distinguo article-mélange n'est normalement pas trop compliqué, mais il existe quand même des cas limites. Pour illustrer ces cas limites, ces cas un petit peu spécifiques, on a la bougie. C'est a priori un mélange, la cire est un mélange, mais il y a quand même une mèche à l'intérieur de cette bougie qui lui est un article, et donc on est sur la combinaison d'un mélange et d'un article. De la même façon, pour un stylo, on va avoir l'encre qui va être dans la cartouche. Là, on a un mélange, et le contenant de ce stylo, donc la coque qui est autour, est un article. Donc là aussi, si on est fournisseur de stylos, on doit répondre aux obligations qui sont en lien avec les substances ou les mélanges, et également avec les articles. Alors pour le secteur du textile en particulier, effectivement, on peut trouver des substances dans ce secteur, dans ces types d'articles. Euh, on a ou enfin, on utilise, ou bien on a utilisé, hein, parce qu'on va voir ensuite que ces substances, pour la plupart maintenant, sont interdites, des substances. Mais pourquoi? Parce que on cherche des effets spécifiques. Par exemple, pour traiter des toiles, pour qu'elles soient infroissables ou imperméables, on a utilisé certaines substances. On a utilisé par exemple du formaldéhyde pour que le produit soit ignifuge, ou des phtalates pour plastifier. Encore, on a trouvé des solvants qui sont en fait des résidus liés à la fabrication de ces produits, ou encore des colorants, par exemple. Alors, quelles sont les obligations pour les fournisseurs d'articles? Les obligations qui sont dictées par le règlement REACH. Eh bien, la première grande obligation, c'est de vérifier si l'on est sous le coup d'une restriction. Donc, les restrictions, c'est l'annexe 17 de REACH. Ça existait déjà avant l'entrée en vigueur de REACH, les restrictions, et elles ont simplement été reprises puis et transférées dans l'annexe 17. Et cette annexe 17 continue d'être alimentée depuis l'entrée en vigueur de REACH très régulièrement avec de nouvelles entrées. Quand on parle d'une entrée, c'est une ligne. Là, on ne voit pas bien parce que c'est très petit, mais c'est simplement pour vous montrer comment l'annexe 17 est constituée. Il s'agit d'un grand tableau avec deux colonnes. Une colonne correspondant au nom de la substance ou à la famille de substances concernées, et dans la seconde colonne, on voit les conditions de restriction, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles cette substance ne devra plus être utilisée au-delà d'un certain seuil, ou plus utilisée du tout selon les cas. Alors pour le secteur du textile, il existe une restriction dont vous avez sûrement entendu parler, c'est la restriction concernant les CMR. C'est le règlement 2018-1513 qui fixe cette restriction, et il vise les vêtements, les chaussures et d'autres produits textiles. Cette restriction, elle est applicable depuis le 1er novembre 2020. Elle fait l'objet de l'ajout d'une entrée, l'entrée 72 à l'annexe 17 de REACH. Et en fait, les substances qui sont concernées par cette restriction sont une liste de 33 substances qui sont restreintes car reconnues comme étant soit cancérigènes, soit mutagènes, soit reprotoxiques. C'est ce qu'on appelle les CMR. Alors par exemple, on trouve le cadmium, le chrome 6, l'arsenic, le plomb, etc. Il y existe quelques exemptions dans cette restriction CMR. Ce sont les articles en cuir, ou bien les articles qui relèvent des réglementations de dispositifs médicaux et équipements de protection individuelle. Cette restriction a fait l'objet de la parution d'un guide explicatif qui est proposé sur le site web de la Commission européenne. Donc, vous avez le lien ici, vous pourrez le retrouver directement sur la présentation. Donc voilà, je suis passée un peu vite. On a vu la restriction des CMR qui est importante, mais il existe bien d'autres restrictions dans l'annexe 17 qui peuvent couvrir le secteur du textile. Un récapitulatif est proposé dans la FAQ de l'ECA 1305, dont vous avez le lien également ici. Et dans cette FAQ, on a listé les entrées qui peuvent potentiellement couvrir des articles de type textile, sans les citer forcément. En tout cas, pour les entrées 50 à 52 et 61, ça peut couvrir aussi d'autres types d'articles. Il existe aussi des entrées spécifiques aux articles textiles. Ce sont les entrées 4, 7 et 8 de l'annexe 17. Et enfin, des entrées qui limitent les substances en relation avec les articles textiles et également les articles en cuir. Ce sont les entrées qui sont également citées ici. Donc là, on a fait un petit peu le tour des obligations en lien avec ces restrictions. Donc il faut, quand on est fournisseur d'articles, veiller à ce que l'on ne mette pas sur le marché un article qui contiendrait l'une de ces substances qui ne doivent pas s'y trouver. Alors l'autre volet des obligations des fournisseurs d'articles, c'est le volet en lien avec les SVHC.
Les SVHC dont on va reparler ensuite dans le projet Ask-Reach. Les SVHC, ce sont les Substances of Very High Concern. Donc, ce sont également appelées les substances de la liste candidate à autorisation. Donc, ces substances sont identifiées par les États membres de l'Union européenne ou par l'ECHA. Et les substances qui vont être potentiellement incluses sur cette liste, qui contient 211 substances actuellement, doivent avoir les propriétés qui sont citées ici. Donc, elles sont soit cancérogènes ou bien mutagènes ou toxiques pour la reproduction, ou alors elles sont PBT, VPVB, ou bien perturbateurs endocriniens, par exemple. L'objectif de cette liste des SVHC, c'est une élimination progressive des SVHC quand des solutions de remplacement sont viables sur les plans économiques et techniques. Donc, c'est pour encourager cette substitution. Cette liste des SVHC, elle est mise à jour donc 2 fois par an, en janvier et en juin-juillet. Donc, elle risque d'évoluer très prochainement, puisque la dernière mise à jour date du 19 janvier dernier. Et donc, ces SVHC vont déclencher des obligations pour les fournisseurs d'articles, qui sont des obligations de communication. Donc, c'est l'article 33.1 de REACH sur l'obligation d'informer qui dit que tout fournisseur d'articles contenant une substance extrêmement préoccupante à plus de 0,1% doit fournir au destinataire professionnel de l'article assez d'informations pour permettre l'utilisation de l'article en toute sécurité. Et ça signifie transmettre à minima le nom de cette substance SVHC identifiée. À noter également que les emballages sont également des articles et sont donc également soumis à cette obligation d'information. Alors, il y a un autre point qui parle des SVHC, mais qui là vise le consommateur, hein. C'est le seul point du règlement REACH qui vise le consommateur, et c'est l'article 33.2 qui dit qu'à la demande d'un consommateur, tout fournisseur d'un article qui contient une SVHC à plus de 0,1% doit fournir au consommateur assez d'informations, et comme pour l'article 33.1, au minimum le nom de cette substance, mais si besoin, toute information qui permettra d'utiliser l'article en toute sécurité. Et les informations pertinentes doivent être fournies gratuitement dans les 45 jours suivant la réception de la demande, également selon l'article 33.2 de REACH. Donc voilà les obligations qui peuvent incomber à un fournisseur d'articles. Il y a les restrictions d'une part, et puis il y a tout ce qui est communication autour des SVHC d'autre part. Merci beaucoup Gaëlle pour toutes ces informations sur le règlement REACH. Je ne sais pas si certains ont des questions à ce stade de la présentation sur REACH plus précisément. On parlera bien sûr des autres sujets de l'ordre du jour après. Si certains ont des questions, qu'ils n'hésitent pas à lever la main avec la petite fonctionnalité de lever la main. Et sinon, Gaëlle, est-ce que tu peux, en attendant que certains peut-être nous posent des questions, nous faire un retour sur ton expérience avec le helpdesk? Quel type de questions sont posées sur REACH? Oui, alors après maintenant 10 ans d'expérience, le helpdesk reçoit encore beaucoup de questions, beaucoup de types de questions différents, notamment des questions d'entreprises qui découvrent totalement la réglementation REACH et qui ne savaient pas qu'ils y étaient soumis. Donc, on a un gros travail à faire avec elles pour identifier leurs statuts et leurs obligations. Et puis, on a aussi beaucoup d'entreprises qui sont maintenant vraiment bien averties de la réglementation produits chimiques et qui ont des questions beaucoup plus pointues. Donc, ça reste assez diversifié. Et puis ces derniers temps, on a aussi eu beaucoup de questions. Alors, c'est pas tellement l'objet aujourd'hui du sujet, mais des questions sur les centres antipoison et l'harmonisation européenne qui est entrée en vigueur récemment et qui intéresse beaucoup les personnes qui mettent sur le marché des mélanges dangereux. Merci beaucoup. Je vois que quelqu'un lève la main. Alors, j'ai qu'un prénom, Nicole. La personne peut ouvrir son micro, se présenter, puis poser sa question. Oui, bonjour, je suis Nicole Gilliard, Société Delta Plus. Nous sommes un acteur important dans les EPI. Et donc, dans ce cadre-là, nous vendons beaucoup de vêtements, nous produisons et nous vendons des vêtements qui protègent, mais aussi des vêtements qui ne sont pas des EPI. Est-ce que vous pouvez déjà me dire concrètement qu'est-ce que ça veut dire que les EPI sont exclus de la partie de l'entrée 72 et comment on peut justifier un client qui achète un vêtement non EPI en même temps qu'un vêtement EPI de ne pas obtenir le même type d'information?
Oui, alors effectivement, il y a une disposition spécifique pour cette réglementation-là. Alors que je ne maîtrise pas non plus, peut-être que cette réglementation par ailleurs, a des exigences spécifiques. Mais dans le cas où il y a cette exemption, ça veut dire que vous n'êtes pas, soumis, aux restrictions de cette entrée spécifique. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas soumis aux autres entrées de l'annexe 17 qui ne citeraient pas la réglementation sur les EPI, et la communication, se fait naturellement, enfin, vous pouvez très bien, faire une référence au texte et à l'exemption qui est, notée dedans, en disant que si ce produit, rentre sous la réglementation des EPI, alors il est bien couvert par cette exemption. Ok, en fait, c'est parce qu'une des exigences essentielles de la réglementation des EPI est l'innocuité. Donc, c'est à ce titre-là où on suppose que cette annexe exclut, que cette entrée exclut les EPI. Mais dans ce cas-là, pourquoi on n'est pas exclu des autres entrées? C'est ça. Oui. C'est à ça qui est un peu confusant pour nous. Ouais, alors je vous invite, je ne connais pas par cœur ce règlement de 2018, mais je vous invite en tout cas à aller regarder dans les considérants, parce qu'en fait, en général, dans les considérants qui précèdent le texte en lui-même, vous avez toujours des explications sur la raison pour laquelle on a exclu de tel ou tel champ d'application, un article qui fait déjà partie d'une autre réglementation. Donc, je vous invite à creuser, dans le règlement directement pour voir si vous avez la réponse, et puis sinon vous pouvez nous contacter et on en parlera. Parfait, merci beaucoup. Je vous en prie. Gaëlle, est-ce que tu peux juste passer la slide d'après? Comme disait Gaëlle, évidemment, si vous avez des questions qui vous viennent après la présentation, vous pouvez aussi les poser sur l'adresse mail. Je vais donc passer la parole, comme il n'y a pas d'autres questions, à Sandrine qui va nous parler du projet Life as Rich. Merci Alexia. Donc, je vais vous présenter un peu ce projet en quelques mots. Le projet Life as Rich, sur la slide suivante, s'il te plaît, est financé par un programme européen LIFE, dans lequel un appel à projet centré sur la substitution avait été lancé. Nous y avons répondu avec 19 partenaires qui sont situés dans 12 pays de l'Union européenne, un peu partout. Vous pouvez voir sur la carte. Il est coordonné par l'UBA, qui est l'autorité allemande sur REACH, et en France, c'est l'INERIS qui est correspondant pour le projet. Il a débuté en septembre 2017, et la première phase du projet a conduit au développement d'outils qui vont vous être présentés par la suite, notamment l'application Scan4Chem, qui est disponible, elle, depuis novembre 2019 en France. Nous avons commencé en parallèle depuis janvier 2021 des actions de communication, et nous avons choisi une approche sectorielle. Par exemple, nous avons déjà travaillé sur les articles de sport, en ce moment sur les ustensiles de cuisine, et nous prévoyons un focus textile en août et septembre 2021. Sur la suivante. Donc le projet Life as Rich, donc il est bien né, il a été vraiment construit autour des dispositions de l'article 33, qui avec ces dispositions à la fois pour les industriels et les consommateurs, il est né du constat que cet article-là était un peu mis sous silence parce qu'il concernait justement les articles et un peu moins les substances qui sont l'enjeu du règlement REACH. Et puis, il concerne aussi les consommateurs qui généralement ne sont pas très considérés dans REACH puisque c'est la seule disposition qui touche les consommateurs. Donc, il y a deux campagnes distinctes que nous menons de front. Une première campagne à destination des entreprises. Donc la première, vraiment le premier axe, c'est de la communication et s'assurer, et on est cohérent avec nos actions que nous faisons régulièrement avec le helpdesk, c'est s'assurer que toutes les entreprises, que ce soit les importateurs, les fabricants ou les distributeurs d'articles, soient sensibilisés à REACH et aux dispositions de cet article 33. Dans le projet, nous avons aussi essayé de prendre en compte les besoins des entreprises. On sait que on est tout à fait conscient que c'est un sujet très difficile, et notamment pour faciliter la façon dont les entreprises peuvent répondre aux requêtes et aux échanges à l'intérieur de la chaîne d'approvisionnement, et puis aussi faciliter la transparence du fournisseur en termes de communication et la veille réglementaire. De l'autre côté, nous avons une campagne à destination des consommateurs avec pour objectif
d'informer déjà et de sensibiliser au fait que certains articles peuvent contenir des substances toxiques, potentiellement toxiques, et qu'ils ont le droit de savoir. Autour de cela, c'est les amener à scanner le plus d'articles possible et puis les conduire à demander un peu plus de transparence aussi et puis surtout faire des achats éclairés dès lors qu'ils en ont la possibilité. Sur la suivante, s'il te plaît. Alors, avant d'aller plus loin, on souhaitait vous dire un petit mot sur la base SKIP, qui découle de la mise à jour de la directive cadre sur les déchets. Cette mise à jour est intervenue en 2018, c'est-à-dire après le lancement du projet AskReach. SKIP, c'est l'acronyme anglais de substances préoccupantes dans les articles, telles quelles ou dans des objets complexes ou produits. La base de données SKIP, c'est une obligation réglementaire donc qui découle de la directive cadre sur les déchets. Elle s'appuie sur REACH, notamment pour la définition des SVHC. Cette disposition de la directive cadre déchets impose depuis le début de cette année la notification de la présence de substances of very high concern à plus de 0,1% dans les articles dans la base de SKIP qui est maintenue par l'ECHA. En parallèle, le projet AskReach, lui, est basé sur le volontariat des entreprises qui voudraient remplir leurs obligations de l'article 33. Elle est complémentaire en cela à la notification qui est faite dans SKIP, puisqu'elle s'inscrit, elle, dans une logique de promotion des articles sans SVHC, afin d'encourager et la substitution, mais aussi la transparence. D'autres différences peuvent être soulignées. Notamment dans la chaîne d'approvisionnement, dans le contexte de SKIP, ce sont tous les acteurs qui doivent notifier dans la base de l'ECHA pour utiliser la base AskReach et communiquer notamment avec les consommateurs. Il suffit qu'un seul acteur fasse cette déclaration. Je voudrais souligner aussi que la déclaration dans SKIP n'est obligatoire que pour les articles qui contiennent des substances préoccupantes à plus de 0,1%, alors qu'à l'inverse, dans la base AskReach, les articles contenant des SVHC, mais aussi ceux qui n'en contiennent pas, peuvent être renseignés, ce qui permet ainsi aux entreprises de mettre en avant leurs articles exempts de SVHC et d'aider le consommateur à faire un choix éclairé. Ce que je voulais vous rappeler sur les différences entre ces deux demandes pour communiquer autour des articles. Et je vais maintenant repasser la parole à ma collègue pour qu'elle vous parle de Scan4Chem. Merci Sandrine. Alors Scan4Chem, c'est donc, on vous l'a dit brièvement, l'application du projet AskReach qui permet aux consommateurs de scanner les articles et savoir s'ils contiennent des substances extrêmement préoccupantes. Donc c'est l'outil qui va permettre une meilleure information du public. Et puis aussi, les entreprises auront à leur disposition des outils, notamment la base de données qui alimente l'application Scan4Chem pour mieux remplir leurs obligations en matière de communication sur les SVHC. Quelques chiffres concernant le projet AskReach et l'application. Nous avons actuellement plus de 360 entreprises françaises qui sont enregistrées dans la base qui alimente l'application Scan4Chem. Donc il est possible maintenant d'interroger ces entreprises via l'application Scan4Chem. Il y a 18 000 requêtes qui ont été envoyées par des consommateurs européens depuis le début du projet et le lancement de Scan4Chem. Et déjà 60 000 codes barres ont été scannés en Europe depuis la sortie de cette application. Alors, vous pouvez vous poser un petit peu la question de quelle est la différence entre Scan4Chem et puis les autres applications d'aide à la consommation qui existent, notamment dans le secteur du textile. C'est une liste non exhaustive, mais il existe Clear Fashion, donc qui va évaluer les marques selon des critères RSE, ou encore Vigie, qui va mettre à disposition des informations RSE et de traçabilité. La différence, c'est que Scan4Chem va venir intervenir sur plus de secteurs et de domaines, notamment les objets, le textile, mais aussi via les emballages, l'alimentaire, la cosmétique et les produits ménagers. Et il ne va pas fournir une évaluation, il va simplement, on va dire, fournir une information sur la présence ou la non-présence de SVHC, donc dans un cadre réglementaire de REACH.
Et Gaëlle, est-ce que tu peux nous faire un petit rappel de quel type d'article on peut scanner du coup avec l'application Scan4Chem? Oui, alors on peut scanner les articles simples, hein, on en a parlé tout à l'heure, donc ce sont ceux qui contiennent très peu de matière, une matière en général, comme un t-shirt par exemple, ou bien une assiette, etc. Mais également les articles beaucoup plus complexes qui contiennent beaucoup de sous-articles, c'est également possible. On peut aussi scanner un article qui contient un mélange. Par exemple, ici, on l'a illustré avec le pot de crème. Si on scanne un pot de crème, alors on va interroger le fournisseur uniquement sur la partie article et pas la partie mélange, hein, puisque, je le rappelle, le projet Askrich se base sur l'article 33 de Reach et donc uniquement l'interrogation concernant les SVHC dans les articles. Donc, on peut interroger le fournisseur de ce pot de crème, mais on obtiendra de l'information uniquement sur l'article et pas sur le mélange. Les mélanges étant réglementés par ailleurs et notamment il existe des restrictions sur la présence de CMR dans les mélanges destinés au grand public, etc. Alors, on peut aussi scanner des articles avec leur emballage. Donc, si on prend l'exemple de la paire de chaussures, on peut scanner cette boîte qui comporte un code barre et ça signifiera qu'on interroge le fournisseur à la fois sur l'article complexe qui est à l'intérieur, la paire de chaussures, mais également sur l'emballage. Donc, le fournisseur devra répondre à la fois sur les deux qui sont tous les deux des articles. Comment marche Scan4Chem? Donc, le consommateur va scanner le code barre ou bien il peut effectuer une recherche manuelle. Simplement, si l'article ne comporte pas de code barre, il peut entrer le nom de l'article et chercher le fournisseur. Donc, le consommateur obtient de l'information sur la présence ou absence de SVHC. Ça, c'est dans les cas où l'entreprise a entré les données sur la présence ou l'absence de SVHC concernant ces articles. Si l'article n'est pas renseigné, alors le consommateur peut faire parvenir une requête à la marque en quelques clics. C'est relativement simple d'envoyer une requête. Donc voilà la capture d'écran pour article manquant. Eh bien, cet article manquant, c'est quand l'entreprise n'a pas renseigné les données et on est invité via le petit texte en dessous à créer une requête manuelle et interroger le fournisseur directement. Donc l'application, elle est déjà disponible, comme le disait Sandrine tout à l'heure. Elle est disponible notamment sur les stores, donc Google Play et Apple Store. Et voilà le nom que vous pouvez retrouver dans les différents stores. Donc c'est le nom du coordinateur allemand du projet qui apparaît, mais c'est bien celle-ci, l'application française. Avez-vous des questions? Est-ce que certains ont des questions sur cette partie-là, vraiment dédiée à l'application, ou est-ce qu'on peut passer à la partie suivante sur le rôle des entreprises? Alors, je vois qu'il y a quelques questions. Alors, je vais inviter du coup les personnes dans l'ordre à ouvrir leur micro, se présenter et poser leurs questions. Donc, en premier, Élodie Simon, allez-y. On ne vous entend pas. Est-ce que votre micro est bien ouvert? En attendant, on va peut-être passer à la personne suivante. Ouais, tout à fait. Donc, je vois Sarah Elabouni. Est-ce que vous voulez ouvrir votre micro et poser votre question? Bonjour, merci pour cette présentation, c'est très instructif, ce récapitulatif également. Donc je suis ingénieure sécurité des produits pour l'entreprise BIC et je voulais savoir par rapport à l'application en fait Scan4Chem si il était prévu qu'un jour elle soit liée à la base de Skip éventuellement. Alors, oui. Le développement de la le développement de la base de données Skip, il s'est fait, il a commencé après le début de notre projet, mais il s'est fait quand même également en parallèle avec des échanges entre l'Agence européenne des produits chimiques et le consortium de Askrich. Des rapprochements sont envisagés, mais pour l'instant, on est en amont, encore en amont des discussions, d'autant plus que Skip, pour l'instant, on ne sait pas encore exactement comment les informations vont être rendues publiques. L'ECA est en train de travailler en fait sur ces aspects-là. Pour l'instant, c'est difficile de dire comment ça va aboutir. Sandrine, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, je suis d'accord avec toi.
Voilà, les cas, on a travaillé, les coordinateurs du projet ont travaillé dès la parution de la révision de l'article 9 dans la directive cadre sur les déchets. On a bien vu les synergies à mettre en œuvre et depuis le début, on a travaillé avec les cas, on a eu des réunions fréquentes pour voir où pouvaient être mises les synergies. Pour l'instant, les cas a fort à faire, comme tout le monde d'ailleurs, autour de cette disposition, enfin, de la mise en place de REACH. Ce qui est sûr, c'est les cas n'a pas pour l'instant mis d'outils pour rendre public cette information pour le grand public. Donc c'est sûrement sur cette partie-là qu'il y a la possibilité d'avoir une coordination, mais tout ça a été repoussé pour différentes raisons d'agenda et de texte à une période de au moins la fin de l'année et peut-être après. Donc, Julien veut compléter peut-être. Oui, volontiers, merci. Sur cette interaction ou interopérabilité entre les bases de données, la première chose que je voudrais dire, c'est que le ministère de la Transition écologique est absolument favorable à ce que ça soit possible. Aujourd'hui, il y a une question de faisabilité qui, à court terme, à moyen long terme, la faisabilité est probable, à court terme, non. Donc aujourd'hui, il y a effectivement coexistence des deux projets. Et je tenais à souligner à cette occasion, mais je pense que Gaël et Sandrine le feront ou l'ont déjà fait, que le travail qui est fait sur le recensement des substances extrêmement préoccupantes dans les articles que vous commercialisez, ce travail est possible d'être valorisé, en tout cas, il est possible de le valoriser dans l'application Scan4Chem, notamment justement si vous avez peu de substances extrêmement préoccupantes dans vos articles, c'est un des intérêts, alors que la base de données Skip se concentre uniquement, et je dis bien uniquement, sur les articles qui en contiennent des substances extrêmement préoccupantes. Donc, a priori, il n'y a aucune communication, peu de communication améliorative dans le cadre de la base de données Skip. Voilà, pour ces éléments de contexte. Merci beaucoup. Merci. Je vois qu'on a une autre personne, donc Élodie Simon qui lève la main. Allez-y, posez votre question, n'hésitez pas. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez mieux maintenant? Oui. Oui, Super, tout à fait. merci. Je vous remercie pour cette présentation qui est extrêmement utile et intéressante. Je voulais rebondir sur ce que vous avez dit sur le fait que l'information qui sera donnée porte sur la présence ou sur l'absence des substances extrêmement préoccupantes dans les articles. Ma question était, du coup, est-ce que ça signifie que la simple présence de SVHC dans les articles peut constituer un risque? Est-ce qu'il y a un lien avec la notion de risque ou est-ce que c'est vraiment une donnée purement objective? Mais j'imagine que le consommateur va assimiler cette présence d'un SVHC à un risque. Est-ce qu'il n'y a pas quelques clés de lecture qui pourraient être données à ce moment-là au consommateur pour lui dire, si c'est le cas, hein, je ne sais pas, à ce moment-là, c'est pas parce qu'il y a une présence en tant que telle ou en fonction de sa localisation ou de sa concentration qu'il y a un risque. C'était un peu ma question. Je peux prendre Gaëlle si tu veux. Alors effectivement, les dispositions de l'article 33, on est autour du danger. On est sur des substances qui ont été identifiées pour leur propriété de danger. Il n'y a pas de notion de risque pour certains qui rentrent dedans. Pour certains articles, si les substances préoccupantes, je sais pas, je vois le téléphone à l'écran, donc oui, dans un téléphone, s'il y a certains composants qui sont nécessaires à son fonctionnement, ça ne veut pas dire pour autant qu'on y est exposé. Donc l'article 33 en lui-même est ainsi conçu. Par contre, on a tenu compte de cette notion et on vous laisse la possibilité d'inclure, lorsque vous alimentez la base de données, le portail fournisseur que Gaëlle vous montrera ensuite, d'inclure des données ou des explications justifiant pourquoi cette substance est nécessaire dans cet article en particulier. Quelle fonctionnalité elle apporte. Donc
Donc oui, elle sera bien identifiée comme substance présente, mais vous avez la possibilité d'expliquer pourquoi. Très bien, merci beaucoup. Si on n'a pas d'autres pas d'autres, questions, ouais, on va pouvoir continuer. tout à fait. Ah, on a une autre petite question. Ah oui, quelqu'un a levé la main. Allez-y. Isabelle Richard. Oui. La fiscalité Gémeaux. En fait, moi, ce qui me préoccupe, c'est la possibilité de dire ce produit ne contient pas de SVHC. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, on teste par exemple chez Gémeaux beaucoup, que ce soit le textile ou que ce soit les chaussures. Donc on teste beaucoup, mais on teste par analyse de risque. On teste les substances que l'on estime potentiellement à risque dans les matériaux qu'on utilise. Par exemple, sur le cuir, on va tester le chrome 6, on va tester le pH, on va tester le formaldéhyde. Donc, le pH n'est pas, oubliez-le parce qu'il n'est pas réglementé, mais on le teste quand même. Enfin, voilà. Donc on travaille par analyse de risque. Il est bien évident qu'on ne teste pas l'ensemble des SVHC. Donc comment est-ce qu'une société peut se targuer de présenter un produit sans SVHC et comment peut-on en avoir une certitude complète alors que je crains, enfin je ne sais pas qui sont les 64 personnes présentes, je crains qu'il y ait beaucoup de personnes qui ne testent pas l'ensemble des SVHC. Par ailleurs, alors j'élargis un petit peu le débat, par rapport à l'entrée 72, il y a certaines substances qui étaient contestées déjà, même si elles n'étaient pas réglementées. Par exemple, le formaldéhyde, on le teste même avec une exigence plutôt proche de l'exigence japonaise et chinoise, puisque pour le 0,3 ans, on teste à 16 ppm maximum. Par contre, il y a des substances, mais on s'est demandé de quel chapeau elles sortaient, parce qu'en fait, la quinoline, le benzène, etc., il y avait auprès des laboratoires que l'on a pu interroger, qui sont des laboratoires internationaux, aucun historique. Personne ne savait presque comment les tester. Vous voyez, donc il y a tout cet aspect aussi décalage entre le terrain. Enfin, voilà, je vous donne en vrac un petit peu toutes mes remarques, mais c'est la limite aussi de ces exercices. Ensuite, un dernier petit sujet, alors je brode aussi un petit peu. Vous savez que demain, on est sur l'affichage environnemental. Alors, on est entre l'affichage français, peut-être, éventuellement, peut-être applicable en janvier 2022, mais on ne sait pas comment. Sinon, au niveau européen, au niveau du PEF, ce serait 2023, donc un an plus tard. Comment, avec toutes ces applications, comment on ne va pas perdre le consommateur? Comment avoir des lieux communs pour avoir des informations partagées qui couvrent tous ces aspects? Et parce que, alors, je veux bien entendre que le consommateur soit en quête d'informations et de traçabilité de son produit, ça, je veux bien l'entendre, mais à un moment, il va falloir quand même transférer au consommateur un discours qui soit très clair et simple. Voilà, j'ai terminé. Oui, il y a beaucoup de choses, effectivement, dans votre remarque. Sandrine, tu voulais prendre la parole? Oui, alors sur les restrictions sur l'article 72, je ne saurais pas dire plus que vous comment les substances sont arrivées sur la liste si elles n'ont pas été identifiées spécialement. On peut rebondir sur votre question par rapport à l'analyse des substances des SVHC dans leur exhaustivité. Au fur et à mesure que cette liste s'incrémente, effectivement, ça augmente les exigences en matière d'analyse. Pour ce qu'on a pu observer, c'est que la plupart quand même des personnes qui procèdent à des tests, et nous aussi, quand on a suivi un peu la même approche, c'est d'aller vers le plus probable, ce que vous avez fait. C'est-à-dire que on est quelque part un peu obligé de justifier. Après, il y a aussi, je pense, ce qu'on répondra à tout le monde sur toutes les exigences, c'est aussi de votre côté la traçabilité de ce que vous avez fait et pourquoi vous l'avez fait. C'est-à-dire que si en bonne foi, vous avez pensé que ce n'était pas la peine d'aller chercher des phtalates, plutôt du chrome dans un biberon, prendre un exemple inverse,
voilà, vous pouvez aussi avoir une justification écrite pour le justifier. Mais effectivement, c'est l'effort analytique qui est important. Puis c'est une méthodologie qui effectivement est supportée par les cas, l'analyse par Oui. probabilité en fonction des matériaux, donc c'est tout à fait acceptable. Je vois que Julien Fabre voulait réagir également. Merci Karine. Oui, effectivement, c'est important cette question des matériaux qui contiennent le plus probablement tel ou tel type de substance dangereuse, et donc du coup le fait d'analyser et de cibler ces analyses en fonction de ce qui est déjà connu par rapport au type de matériaux rencontrés. L'autre chose que je voulais souligner, donc là c'est quand on est dans la phase d'analyse, et donc on est plutôt en aval, et on veut vérifier que le produit que a priori on a peut-être acheté à un autre fournisseur et qu'on va commercialiser auprès des consommateurs respecte bien la réglementation, donc par exemple les restrictions, ou savoir s'il contient ou non des substances extrêmement préoccupantes pour se mettre en conformité avec le règlement REACH et notamment l'article 33. Là-dessus, ce qui est important aujourd'hui, c'est que les informations sur la présence de substances extrêmement préoccupantes sont censées se faire entre fournisseurs dans les chaînes d'approvisionnement. J'ai tout à fait conscience, et au niveau européen, la Commission, l'Agence européenne ont tout à fait conscience que ce n'est pas encore très bien réalisé, voire pas réalisé dans certains cas. Pour autant, c'est bien l'obligation qui existe dans REACH, l'article 33, et qui a été renforcée récemment par la directive cadre des déchets et sa révision avec la notification à l'Agence européenne des produits chimiques. Donc, normalement, l'information, elle doit aussi être présente pas parce que vous avez testé le produit, ça c'est plutôt une question de confiance que vous avez avec votre fournisseur, mais plutôt parce que votre fournisseur vous a informé de la présence. Donc, et cette information se transmet de fournisseur en fournisseur et ne doit pas se perdre en cours de route, ce qui fait que ça doit normalement pouvoir permettre d'éviter la multiplicité des tests. En ce qui concerne la question de la restriction, je n'étais pas là au moment de l'élaboration de ce règlement. Pour autant, ce que je peux vous dire, c'est que les restrictions, le principe général, c'est que face à l'identification d'une préoccupation, c'est-à-dire qu'il y a des risques non maîtrisés par rapport à certains usages sur le territoire européen, le législateur, et en particulier sur la Commission, prend des décisions pour limiter les risques et donc limiter ces usages qui posent problème. Donc, c'est qu'il y avait bien quelque chose qui avait été identifié. Après, le détail, je ne saurais pas vous dire. Et dernier point concernant la multiplicité des dispositifs, parce que je pense que cette question est particulièrement adressée, et le ministère est un interlocuteur particulièrement intéressant pour vous. Sachez que nous sommes, comme je l'ai dit juste avant, nous essayons de faire en sorte que l'ensemble des dispositifs convergent. Et donc, vous avez mentionné la loi AGEC, anti-gaspillage, économie circulaire, AGEC, pardon, je fais un petit sous-titre. Vous avez mentionné le dispositif SKIP. Donc, je vous ai déjà dit que le travail qui est fait pour SKIP peut être valorisé dans AskReach. Et puis, le travail qui est susceptible d'être demandé dans AGEC, nous travaillons actuellement à faire en sorte d'harmoniser les dispositifs et d'éviter le cumul des obligations. Donc, je peux juste vous dire que les travaux sont en cours, donc tant qu'ils n'ont pas atterri, je ne peux pas m'avancer plus, mais sachez que c'est pris en compte. Merci. Merci pour vos questions. Du coup, on va repartir avec une dernière partie qui est l'implication des entreprises justement dans le projet. Alors, dans le projet AskReach, vous êtes concerné, et notamment par l'article 33, mais également par ce projet, du coup, si vous êtes un fournisseur d'articles, donc si vous produisez un article, si vous le fabriquez sur le territoire européen, ou bien si vous l'importez depuis un pays non européen, et également si vous le distribuez, cet article, lorsqu'il est destiné aux consommateurs. Alors, comment ça va fonctionner? Le consommateur scanne un objet
un article, la requête, si l'information n'a pas été rentrée, la requête qui va être envoyée par le consommateur au fournisseur de l'article va arriver dans la boîte mail de l'industriel, de l'entreprise, via l'adresse mail de contact qui a été trouvée dans l'application, ou bien que le consommateur aura renseigné lui-même. Pour répondre à cette requête, l'entreprise peut faire réponse A au mail reçu, ça repasse par le système Ascritch et le consommateur recevra la réponse, car l'adresse mail du consommateur est masquée quand une entreprise reçoit une requête. Ensuite, si l'entreprise avait déjà pré-rentré les données sur les articles, alors le consommateur, lorsqu'il scanne, obtiendra automatiquement une réponse. Donc, c'est la dernière flèche là du schéma, une réponse à sa requête et il n'aura pas besoin d'envoyer de mail à l'entreprise. Alors, les avantages pour les entreprises, c'est de remplir efficacement ses obligations vis-à-vis des SVHC, de l'article 33.2 de REACH, d'optimiser sa communication auprès des consommateurs. Comme on vous l'a dit tout à l'heure et comme l'a rappelé Julien, on peut valoriser ainsi la récolte des informations sur les SVHC qui est faite pour savoir si l'on doit remplir la base de données SKIP, et puis aussi pour remplir à l'obligation de l'article 33.1 de REACH qui est de communiquer à ses clients professionnels sur la présence de SVHC. Donc ce travail-là, il est compliqué, il est long. C'est assez rapide finalement d'aller le valoriser dans la base de données Ascritch auprès de vos consommateurs. Ça vous permet aussi donc de vous montrer transparent vis-à-vis de vos consommateurs, hein, puisqu'on sait que c'est une attente assez forte des consommateurs, de la transparence de leurs fournisseurs. Et puis, ça vous permet aussi de montrer que votre entreprise répond aux préoccupations de ceux-ci. Et enfin, vous allez recevoir ça va vous permettre de faire une veille réglementaire parce que vous allez recevoir un rappel pour la mise à jour de la liste des SVHC à chaque fois que celle-ci est mise à jour. Le détenteur du compte dans le portail des fournisseurs reçoit une alerte pour songer à rechercher les nouvelles informations concernant les nouvelles substances qui ont été ajoutées lors de la mise à jour de la liste des SVHC. Donc le portail des fournisseurs, c'est donc lui qui va alimenter la base de données Ascritch. Ce portail des fournisseurs, il peut être rempli en plusieurs étapes. Donc, vous enregistrez votre adresse mail de contact et ensuite vous pouvez télécharger en une seule étape, si vous le souhaitez, les informations sur la présence ou l'absence de SVHC dans tous vos articles. Donc, les champs de texte sont relativement simples, hein, notamment pour que les PME puissent facilement remplir cette base. Vous pouvez aussi utiliser une feuille Excel. Vous avez le lien ici. C'est cette feuille qui est à transférer dans le portail des fournisseurs. Je vais vous montrer finalement ce portail en démonstration immédiate. Et puis, c'est là que vous allez recevoir les requêtes de vos consommateurs et vous pouvez leur apporter une réponse quand vous n'avez pas renseigné les données sur vos articles. Vous pouvez aussi leur répondre depuis le portail. Et puis, ce portail vous permet aussi de recevoir des statistiques sur les demandes qui vous sont faites de la part de vos clients. Alors, si cela fonctionne, vous devez voir mon écran normalement. Oui, c'est le cas. Donc là, vous avez la page d'accueil. Vous pouvez la joindre, hein, il y a le lien sur la diapositive dont je viens, la page d'accueil du portail des fournisseurs dans lequel vous pouvez vous créer un compte très simplement en rentrant une adresse mail. Vous allez recevoir un message dans votre boîte mail pour valider cette inscription et ensuite vous pourrez vous loguer. Et vous arriverez donc sur une interface qui est comme celle-ci. Là, je suis sur une version bêta du portail, mais la version classique est identique. Donc vous allez avoir ici votre profil et c'est dans votre profil que vous pourrez venir renseigner l'adresse mail de contact, une adresse mail anonymisée dans le sens où il ne faut pas qu'il y ait un nom et un prénom reconnaissable puisque ce sont des informations qui sont publiques et que l'on voit dans Scan4Chem. Donc ensuite, on vous recommande dans les premières étapes à faire qui sont simples et rapides, c'est d'indiquer si vous êtes détenteur de code barre ou bien simplement distributeur ou bien les deux. Et ensuite de renseigner ici le GCP, le Global Company Prefix, qui est la racine de tous les codes barres dont vous êtes propriétaire. Et une fois que vous aurez renseigné à la fois ce GCP ainsi que l'adresse là, on a l'assurance que le consommateur qui va scanner un des articles qui comportent vos codes barres pourra vous envoyer une requête, voire avoir les informations si vous les renseignez après sur la présence ou l'absence. Donc ça, c'est dans une première étape. Hop, voilà. Dans une première étape, c'est ce qu'il faut faire. C'est renseigner cette adresse mail de contact, c'est renseigner le GCP pour qu'il y ait un lien qui soit fait. Et dans une deuxième étape, vous pouvez
rentrer les données de vos articles, soit en utilisant la fonction barcode range declaration. Donc en faisant add barcode, vous pouvez entrer de tel code barre à tel code barre tous mes produits. Enfin, aucun de mes produits ne contient une SVHC, y compris leurs emballages. Donc ça va très vite si vous n'en avez pas du tout. Et puis vous pouvez également utiliser, en retournant dans article declaration, la fonction import qui vous permet ici d'importer un fichier Excel que vous aurez préalablement rempli et qui est celui-ci. Vous avez également le lien du fichier Excel sur la diapositive sur laquelle j'étais à l'instant. Et donc ce fichier Excel, vous avez très peu d'informations à renseigner, finalement le nom de l'article qui est obligatoire, la présence ou l'absence de SVHC en cliquant dans le menu déroulant ici si c'est oui ou non. Et si c'est oui, vous pouvez indiquer quelle est la substance en question. La liste des 211 apparaît là. Et ensuite, vous avez, comme on vous le disait, la possibilité de rajouter des informations sur éventuellement la présence d'une SVHC et la raison pour laquelle elle y est. Donc, dans ce fichier Excel, les informations sont relativement succinctes. Si vous voulez mettre plus d'informations, en allant dans Article Declaration, en sélectionnant un article, on peut très bien rajouter des documents PDF, différents types d'informations qui vous permettent d'en dire plus sur l'article si vous le souhaitez. Il y a aussi un champ requête. Voilà, donc, assez succinctement, à quoi ressemble cette base et ce portail qui vient alimenter l'application Scan4Chem. Alors, une question importante, c'est celle de comment on va répondre aux consommateurs qui nous interrogent, qui vous interrogent. C'est vraiment dans les bonnes pratiques, hein, il est fortement conseillé de répondre même si votre produit ne contient pas de SVHC ou en contient à moins de 0,1%. Hein, le consommateur vous pose une question, donc il faut vraiment répondre, c'est important parce que la réponse est importante, est attendue. Répondez rapidement. L'article 33.2 de REACH fixe un délai légal de réponse de 45 jours, ce qui peut être relativement court si vous devez poser la question à votre fournisseur, qui doit lui-même poser cette question à son propre fournisseur. Si cette information, l'article 33 points, est mal connue dans la chaîne et qu'elle n'est pas descendue jusqu'à vous, ça peut être relativement court d'obtenir l'information en si peu de temps. Donc, il faut anticiper ces questions et puis apporter une réponse appropriée, une réponse claire et concise dans la mesure du possible pour que le consommateur comprenne la réponse. Donc, parler de l'article 33, parler de l'article qui est concerné. Ne faites pas de réponses trop génériques pour lesquelles parfois on ne sait pas très bien si l'entreprise a compris la question ou pas. Et puis bien sûr, pour anticiper cela, il faut opter pour un remplissage proactif de la base, puisque ça vous permettra de n'avoir plus à répondre au cas par cas aux requêtes des consommateurs. Merci Gaëlle pour toutes ces bonnes pratiques. Et vous avez aussi la possibilité de soutenir le projet de deux autres manières, on va dire. Vous pouvez sensibiliser vos consommateurs ou en tout cas votre public. On met à votre disposition des kits de support web et vous pouvez aussi sensibiliser vos collaborateurs en interne avec des kits de support print, donc avec des dépliants, des posters ou des stickers. Tous les liens seront disponibles sur le site du Helpdesk ou alors sur les réseaux sociaux Ineris. Et vous pouvez également vous préparer au prochain focus sectoriel qui va vous concerner, c'est-à-dire le focus sectoriel textile qui va démarrer à partir d'août 2021 pour les consommateurs. Donc, c'est à ce moment-là que vous allez être peut-être susceptible de recevoir un peu plus de requêtes. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux. On a notamment un groupe LinkedIn qui est dédié aux entreprises, donc qui s'appelle Scan4Chem, communiquer mieux sur les SVHC, mais aussi sur Instagram, sur le compte officiel de l'application et évidemment sur les comptes de l'Ineris, Twitter et Facebook. Merci beaucoup. Alors, on est allé quasiment au bout de nos présentations. On va recueillir les dernières questions. Juste avant, on avait une petite annonce en lien avec le sujet d'aujourd'hui, une petite annonce à vous faire. L'Ineris organisera un atelier, c'est un atelier en ligne sur une journée et à propos de la question de la substitution des produits chimiques dans les textiles. C'est un atelier de travail qui avait été organisé, enfin qui avait été préparé l'année dernière. On a dû le repousser. Nous n'avons pas encore la date, mais l'atelier s'organisera très probablement en novembre prochain. On vous communiquera évidemment dès que possible les éléments. Et à noter que pour cet atelier, il y aura un certain nombre d'entreprises qui viendront témoigner sur des exemples
un retour d'expérience de substitution positive. Voilà, donc on est à votre écoute pour toutes les questions que vous pourriez avoir, et on vous rappelle, vous pouvez toujours nous contacter sur l'adresse qui est indiquée là, scan4chem@ineris.fr. Des questions ou des remarques, un partage, partager toute remarque qui vous viendrait. Alors, je ne vois pas de main levée. Ça veut dire que tout a été parfaitement clair. En général, c'est bon signe. N'hésitez pas, hein, que ce soit sur le service du helpdesk, que ce soit sur l'Ineris, que ce soit sur l'application en elle-même, sur le projet européen. Pour ceux qui le souhaiteraient, n'hésitez pas également à consulter la playlist dédiée au projet sur la chaîne YouTube de l'Ineris. Il y a notamment un témoignage entreprise. Voilà, si vous avez des questions, peut-être que les réponses se trouveront dans cette vidéo. On vous mettra également le lien sur le site et puis sur le post sur les réseaux sociaux. Moi, je ne vois pas de réaction particulière. Écoutez, si vous voulez, on va conclure maintenant, et voilà, on est à votre disposition pour tout échange par mail, ou si vous souhaitez appeler le helpdesk. Merci à tous et bon après-midi. Merci. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci. Merci.